Bienvenue dans notre podcast La douleur sur écoute avec le docteur Nabila Merniz, anesthésiste, réanimatrice et médecin de la douleur. Aujourd'hui, entrons dans son cabinet pour qu'elle nous confie son expertise sur les différents types et mécanismes de douleur, en particulier la douleur nociplastique que nous appelons aussi somatique. Cette douleur chronique dont la cause n'est pas toujours clairement élucidée et qui pourtant nous fait des siennes. Elle est complexe, mystérieuse, elle arrive à petits pas, s'immisce dans notre chair, de plus en plus insistante, elle prend sa place dans notre corps comme si elle était chez elle. Les antalgiques ont un effet relatif, voire absent. La douleur crie sa souffrance et dans certains cas prend le contrôle de nos vies. On rêverait de la faire disparaître tel un magicien, revenir comme nous étions avant, mais rien n'y fait. Pour se soulager, notre corps s'adapte, se fige, se contorsionne, mais n'en déplaise, elle revient avec toute son énergie. Notre vitalité, elle, diminue. Et l'on entend autour de soi « Arrête de stresser, pense à autre chose et ça ira mieux ». La douleur s'amplifie, devient une acrobate. Et si nous changions de paradigme, comment voir cette douleur que l'on peut décrire sous toutes ses formes, sous un autre prisme ? L'écouter plutôt que de lutter, l'apprivoiser au lieu de la dompter, trouver, comprendre l'origine de cette souffrance, souvent polyfactorielle, pour mieux l'accepter et grâce au temps la métaboliser, la cicatriser. Quels sont les moyens qui s'offrent à nous pour aider le corps à se soulager ? Comment un médecin spécialisé prend en charge la douleur ? Notre douleur a une histoire, révèle un réel, et c'est avec elle que l'on franchit le seuil d'un cabinet antidouleur dans l'espoir de trouver une solution pour aller mieux. Notre rendez-vous commence entre les mains expertes et bienveillantes du docteur Nabila Merniz qui remet du sens à nos mots et propose différents traitements pour nous donner les moyens de soulager nos souffrances. Bonjour Nabila. Bonjour Olivia. C'est le premier épisode de notre podcast La douleur sur écoute. Nabila, tu es anesthésiste, réanimatrice, médecin de la douleur. Je t'ai rencontrée d'abord en tant que patiente et j'ai apprécié à la fois ton écoute. J'ai été aussi impressionnée par ta vision de la douleur. On peut dire que tu as une approche globale dans ta prise en charge. C'est ce qui m'a donné envie de créer ces podcasts avec toi pour aider tous nos auditeurs, auditrices qui sont confrontés à cette maladie qu'est la douleur, car on verra que la douleur peut être une maladie en soi dans certains cas. Alors, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette spécialité qu'est la douleur ? Alors moi, j'ai travaillé pendant 20 ans en anesthésie au bloc opératoire dans différentes spécialités chirurgicales. L'anesthésie, c'est un métier très technique, très rigoureux, centré sur la sécurité du patient et la gestion de la douleur aiguë. Mais au fil des années, j'ai ressenti le besoin d'avoir un lien plus prolongé avec les patients, de les suivre dans le temps et surtout de les aider à sortir de situations de douleur chronique qui pouvaient être extrêmement invalidantes. C'est ce qui m'a poussée à me tourner vers la médecine de la douleur. C'est une spécialité à la fois complexe et passionnante. On se contente pas simplement de traiter un symptôme, mais où on s'intéresse à la personne dans sa globalité. J'y retrouve aussi beaucoup de ce que j'ai aimé en anesthésie, la précision des gestes, l'approche technique, mais avec en plus une vraie dimension humaine et pluridisciplinaire. Comment est-ce que tu définis la douleur aujourd'hui ? Est-ce qu'on en parle mieux qu'avant ? Alors, on a longtemps réduit la douleur à un simple signal d'alarme du corps. En réalité, c'est beaucoup plus complexe. La douleur, c'est une expérience sensorielle, émotionnelle et cognitive. Ça n'est pas juste un nerf qui crie. Qu'est-ce que tu appelles à la fois sensoriel, émotionnel et cognitif, si on rentre un peu plus dans le détail ? Alors, le sensoriel, c'est l'expérience du corps. L'émotionnel, c'est l'expérience du vécu et de l'environnement. Et le cognitif, c'est le raisonnement du cerveau. La douleur, c'est donc un phénomène multifactoriel. Alors, d'un point de vue médical, il existe des classifications de la douleur. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les grands types de douleurs qu'on identifie aujourd'hui ? Alors oui, on a la douleur nociceptive, c'est l'atteinte des tissus. On a la douleur neuropathique, qui est une lésion du nerf en lui-même, une irritation, un étirement des nerfs. Et on a la douleur nociplastique, qu'on comprend mieux aujourd'hui. C'est une altération du système nerveux sans lésion identifiable. Alors, on comprend tous la douleur nociceptive. C'est un tissu endommagé, je tombe, je me blesse, les tissus sont atteints, j'ai mal. Ensuite, la douleur neuropathique, c'est une lésion du nerf. On cuisine, on se coupe la main et malheureusement, on touche un nerf, il est sectionné. On est alors là dans un autre type de douleur, donc une autre prise en charge. Et après, il y a la douleur nociplastique qui est plus complexe. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est quoi ? Alors,
C'est la plus récente dans la classification, mais elle concerne beaucoup de patients. Il n'y a ni lésion tissulaire évidente, ni atteinte nerveuse visible, ni d'anomalie biologique. Pas d'anomalie dans les imageries, pas d'anomalie dans les prises de sang. Le système nerveux est déréglé, il est hypersensible. C'est ce qu'on appelait en fait la douleur psychosomatique avant? Oui, c'est un système du dérèglement nerveux autonome. Aujourd'hui, on sait que c'est un vrai dérèglement des circuits de la douleur. C'est bien réel, ça n'est pas psychologique, ça implique le système nerveux dans son ensemble. Ce type de douleur est fréquent dans certaines douleurs comme la fibromyalgie, les douleurs de stress post-traumatique, l'endométriose ou les migraines. Donc des douleurs qu'on ne perçoit pas ou en tout cas très peu sur les imageries, médicales et elles sont invisibles et pourtant bien présentes et nous font souffrir. Oui, exactement. Il y a aussi des patients qui ont, par exemple, tu sais, une arthrose très discrète sur la radio, mais qui souffrent énormément. Et à l'inverse, d'autres avec des lésions articulaires très avancées qui disent n'avoir que peu ou pas de douleur. Pourquoi? En fait, ce qu'on voit souvent, c'est que la douleur ne reste pas toujours purement mécanique ou inflammatoire. Par exemple, un patient peut avoir une arthrose, une petite gastrique, et à force que la douleur dure, elle s'installe, elle change de nature. Au départ, c'est une douleur dite nociceptive, liée à une lésion des tissus, mais avec le temps, si cette douleur n'est pas bien contrôlée, il peut s'y ajouter ce qu'on appelle une douleur nociplastique. C'est-à-dire que le système nerveux central, le cerveau, la moelle épinière, devient plus sensible, il amplifie les signaux. C'est un peu comme si le volume de la douleur était monté, même sans aggravation visible des lésions. Donc parfois, ce n'est pas la gravité de ce qu'on voit sur les examens qui fait mal, mais la manière dont le système nerveux traite l'information douloureuse. Et ça explique pourquoi certains patients ont très mal avec peu de choses visibles et d'autres beaucoup moins mal avec des lésions très importantes. C'est vraiment une clé pour comprendre la douleur chronique. C'est pas juste une question d'usure ou de lésion, c'est aussi une question de sensibilité du système nerveux. Et pourquoi certains vont développer cette fameuse douleur nociplastique qui amplifie les signaux et d'autres non? Alors c'est justement une des grandes questions en médecine de la douleur. Pourquoi certaines personnes développent la nociplastie, c'est-à-dire l'hypersensibilisation centrale, et d'autres non? Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. D'abord, il y a des facteurs biologiques. Certaines personnes ont un système nerveux plus réactif, une sorte de terrain génétique ou neurobiologique qui les rend plus sensibles à la douleur. Ensuite, il y a des facteurs psychologiques et émotionnels. Le stress chronique, l'anxiété, les troubles du sommeil, un traumatisme passé, tout ça peut influencer la façon dont le cerveau perçoit et gère la douleur. Et puis, il y a aussi des facteurs environnementaux. Tout ça peut entretenir et amplifier la douleur dans le temps. En fait, la nociplastie se développe souvent quand plusieurs de ces facteurs se combinent. Ce n'est pas une question de faiblesse ou d'imagination, c'est une vraie modification du fonctionnement du système nerveux. C'est justement ce qu'on appelle les facteurs biopsychosociaux ou biopsycho-environnementaux de la douleur. Ce modèle-là, il est essentiel en médecine de la douleur. Donc dans un même endroit du corps, plusieurs types de douleurs peuvent coexister et en fait, c'est là que ça se complexifie. Donc si je prends par exemple mon exemple personnel, j'ai eu des grosses douleurs à la bouche, au départ liées à une infection dentaire, donc avec une atteinte des tissus et des nerfs. Une fois l'infection soignée, une partie de la douleur est restée. Du coup, dans ce genre de cas, en fait, la douleur peut aussi changer de nature, c'est ça? Oui, dans ton cas, si on peut en parler, Oui, bien sûr. ce qui s'est passé est assez classique et c'est très intéressant d'un point de vue médical. L'infection dentaire, au départ, a provoqué une inflammation locale, donc ton corps réagit, du fait de l'édème, de l'inflammation, en contractant les muscles de la face et du cou, un peu comme un réflexe de protection. Ces muscles sont restés hyper contractés, tendus, parfois pendant des semaines ou des mois. Cette tension musculaire prolongée a fini par irriter, les nerfs de la face, en particulier, dans ton cas, le nerf trijumeau qui est le nerf le grand nerf sensitif du visage. Cette irritation a été, répétée, a envoyé des signaux douloureux en continu dans le cerveau, même après la guérison de l'infection, de Mmh. l'inflammation. Et à force, le système nerveux central a commencé à s'habituer à cette douleur et à l'amplifier. Il s'est amplifié, une hypersensibilité centrale. Le cerveau garde le volume de la douleur élevé quand bien même il n'y a plus de lésions d'inflammation en cours. Ce qui entretient ta douleur aujourd'hui, ce n'est plus l'infection,
Mais ce réflexe d'hypercontractilité musculaire, cette boucle qui reste active entre les muscles, les nerfs et le cerveau. Et c'est pour ça qu'on doit agir à plusieurs niveaux. Détendre les muscles, désensibiliser le système nerveux et sortir de ce cercle vicieux. Je comprends bien et ça montre que la douleur, c'est complexe. À partir de quand elle devient un problème en soi pour toi? Alors, la douleur devient un problème en soi quand elle persiste, change de nature et impacte profondément la vie quotidienne. On parle de douleur chronique quand elle dure plus de 3 mois, au-delà du temps normal de cicatrisation. Mais ce n'est pas qu'une question de durée, c'est surtout une question de mécanismes qui changent dans le corps et dans le cerveau. Maintenant qu'on comprend mieux les mécanismes de la douleur, pourquoi beaucoup de patients usés par la douleur se retrouvent dans ce qu'on appelle l'errance thérapeutique? Parce qu'aujourd'hui, le système de santé n'est pas fait pour la complexité. Il est encore très bon quand il s'agit de traiter une appendicite, une fracture, une infection. Mais quand la douleur devient chronique, invisible, quand les examens sont normaux, quand plusieurs systèmes sont en jeu, on entre dans une autre dimension. Et là, les patients tombent entre les mailles du filet. Ils consultent un rhumatologue, un neurologue, un psychiatre, un gastro. Chacun regarde sa spécialité, chacun fait des examens et souvent tout revient normal. Alors on les renvoie, au pire, on les fait douter d'eux-mêmes. C'est dans votre tête, il faut apprendre à vivre avec. C'est ça l'errance thérapeutique. Et c'est là que se rajoute à la douleur le manque de reconnaissance et du doute. À ce moment-là, la douleur devient en fait une épreuve. Comment sont pris en charge ces patients en général? En France, c'est un médecin, le docteur François Bourreau, qui a été l'un des premiers à défendre une approche pluridisciplinaire de la douleur. Il a développé ce qu'on appelle aujourd'hui les centres d'évaluation et des traitements de la douleur, les CETD. Il a aussi insisté très tôt sur les facteurs psychosociaux, culturels, professionnels dans la genèse de la douleur. On ne peut pas traiter une douleur chronique si on ignore l'environnement du patient, un travail, des traumas non dits, une absence de soutien ou une société qui valorise la performance et nie la souffrance. Donc le docteur Bourreau a contribué à transformer la manière dont les soignants regardent la douleur. Oui, il a ouvert une voie que nous continuons aujourd'hui à faire évoluer. Et c'est là qu'interviennent les centres antidouleurs. Oui, à l'origine, ils ont été créés pour une approche transversale, pluridisciplinaire, centrée sur le vécu du patient. Leur rôle, ce n'est pas simplement de prescrire des médicaments, c'est d'évaluer la douleur dans toutes ses dimensions, biologiques, bien sûr, mais aussi émotionnelles, cognitives, sociales, professionnelles, de comprendre des mécanismes neuropathiques, nociplastiques, mixtes, de repérer l'hypersensibilisation centrale, de poser des mots, d'orienter vers des prises en charge adaptées. C'est un lieu où le patient est enfin écouté dans sa globalité. Mais le problème, c'est que ces centres aujourd'hui sont saturés, sous-dotés et que les patients attendent des mois pour avoir un rendez-vous. Oui, beaucoup de centres n'ont pas les moyens financiers, humains d'offrir les soins. C'est pour ça que de plus en plus de médecins de terrain, comme moi, essaient de reconstruire une médecine de la douleur intégrative, accessible, personnalisée, en lien avec les kinés, les psys, les ostéopathes, les neuros, les rhumatos, formés à la douleur. La vraie révolution, elle viendra de là, d'un changement de regard et d'une prise de responsabilité partagée. Et quel est le rôle aujourd'hui des centres antidouleurs? Le premier rôle d'un centre antidouleur, ce n'est pas de soulager immédiatement, même si c'est évidemment l'objectif à terme. Non, la première mission, c'est de l'évaluation. Attendez-vous plutôt à être vu, entendu, examiné, évalué dans toute votre complexité. Et ça, c'est déjà le début d'un chemin différent. On comprend vite qu'il n'y a pas de médicament miracle et que le traitement de la douleur, c'est souvent un vrai parcours, autant sur le plan physique que psychologique. Est-ce que les centres antidouleurs assurent eux-mêmes tous les traitements? Non, et c'est essentiel de le comprendre. Les centres antidouleurs n'ont pas vocation à faire tous les traitements eux-mêmes. Leur rôle principal, après l'évaluation, c'est de coordonner un parcours, de proposer une stratégie adaptée, mais pas forcément de la mettre en œuvre intégralement dans leurs murs. C'est pour ça que les centres devraient aussi être des carrefours intelligents, des lieux où on oriente vers des praticiens en ville qui ont une expertise spécifique, qui savent faire des blocs, de la radiofréquence, de l'auriculothérapie, du travail corporel, un lien avec le système nerveux autonome ou encore de l'accompagnement psychocorporel. Mais là aussi, il y a un problème. Ces réseaux en ville ne sont pas toujours formalisés. Tous les médecins n'ont pas une formation de douleur et parfois les patients se trouvent à devoir tout organiser eux-mêmes. Est-ce que la plupart des médecins sont formés à la prise en charge de la douleur? La réalité, c'est que non, tous les médecins ne sont pas formés à la douleur et pourtant tous y sont confrontés.
Le traitement de la douleur, c'est donc une spécialité à part entière. Oui, la douleur, c'est une spécialité à part entière. En France, il existe un diplôme interuniversitaire d'évaluation et de traitement de la douleur, la CAPA douleur. Le problème, c'est que beaucoup de professionnels proposent des traitements de la douleur, infiltration, médicaments, rééducation, sans avoir ce socle de réflexion globale. Et ça peut parfois conduire à des erreurs ou même à des prises en charge incomplètes. On traite un nerf sans voir qu'il y a une hypersensibilisation centrale, on donne un médicament sans prendre en compte l'environnement du patient, on fait une radiofréquence sans jamais évaluer le rôle du stress, du trauma, du mode de vie. Alors, c'est pas toujours simple de trouver le spécialiste. Alors, comment on fait pour savoir si, en plus, il est titulaire de la capacité en évaluation du traitement de la On, douleur? on peut consulter le Conseil national de l'ordre des médecins. Les patients, souvent après longue recherche, franchissent le seuil de ton cabinet. Est-ce qu'ils ont besoin d'une recommandation de leur médecin traitant ou ils peuvent venir directement te voir? Ils peuvent demander à leur médecin traitant et ils peuvent venir aussi sans passer par leur médecin. Dans ta pratique, dans certains cas, tu t'intéresses aussi à l'histoire de vie de tes patients, à leur environnement, à leur vécu. Est-ce que dans ta prise en charge de la douleur, tu as toujours cru en une approche globale ou est-ce que c'est venu avec l'expérience? J'ai toujours eu cette intuition que la douleur ne se réduisait pas à un signal électrique. Même très tôt dans ma formation, je voyais bien que certains patients n'allaient pas mieux, même après une chirurgie réussie, même après un traitement logique, et à l'inverse, certains allaient mieux avec presque rien parce qu'ils avaient été écoutés, pris en compte autrement. Mais en même temps, il m'a fallu du temps et de l'expérience pour oser faire confiance à cette approche globale. Les médecins sont souvent, eux, dans leur parcours, formatés finalement à raisonner biomécanique, pharmacologique, algorithmique. Oui, 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 et on peut et puis on voit des patients revenir encore et encore, on comprend qu'il manque quelque chose et c'est là que j'ai commencé à explorer le rôle du système nerveux autonome, la régulation vagale, l'impact du stress, du trauma, du mode de vie, les fascias, les tensions du corps, les mémoires tissulaires, le lien entre l'état émotionnel, les symptômes physiques, la place du toucher, la respiration, le mouvement, le rythme. Donc ta pratique, en fait, a évolué avec l'interaction, les échanges avec tes patients. Aussi bien mon langage que mes actes, mon discours, ma perception de l'autre a évolué. C'est eux qui m'ont formé finalement. C'est leur complexité, leur courage, leur silence parfois qui m'ont poussé à élargir mon regard. Donc non, je n'ai pas toujours su, mais j'ai toujours senti qu'il y avait autre chose. Et aujourd'hui, je sais que c'est dans cette approche intégrative, respectueuse de la personne dans son entièreté que se joue une grande part de la guérison. Je dis souvent à mes patients et ils me reconnaîtront que c'est 50% vous, 50% moi dans la guérison. Tu nous as bien expliqué le mécanisme de la douleur, l'histoire des centres antidouleurs et de leur prise en charge. Il y a aussi une autre dimension de la douleur, son histoire émotionnelle, personnelle, son vécu. Pour toi, quel est le message de la douleur? Qu'est-ce qu'elle dit de nous? Que révèle-t-elle de nous? La douleur, au fond, c'est un langage du corps. Un cri, un signal d'alarme, oui, bien sûr. Mais parfois, c'est bien plus subtil, bien plus profond. Même quand les examens sont normaux, même quand on ne voit rien, elle exprime une vérité biologique, une vérité émotionnelle, existentielle. Chez certains, elle révèle un trauma ancien non digéré. Chez d'autres, une hyper-exigence permanente, un système nerveux en alerte, un corps qui n'a jamais pu se reposer en sécurité. Elle peut aussi être une tentative de survie, une manière pour le cerveau de rester vigilant, de garder le contrôle parce qu'il a peur de s'effondrer. Et parfois, elle vient remettre du sens là où on a tout enfoui. Donc, si je comprends bien, on pourrait dire que la douleur, c'est un peu comme un iceberg. Ce qu'on ressent dans le corps, c'est juste la partie visible de l'iceberg. En dessous, il y a tout un monde invisible qui pourrait être soit les émotions refoulées, les non-dits, notre histoire de vie, les traumatismes passés de l'enfance que notre corps a mémorisés, ou encore la fatigue accumulée, l'hypervigilance quotidienne. Donc, travailler sur sa douleur, c'est aller voir ce qui se cache sous la surface, c'est conscientiser la partie invisible de l'iceberg et chacun découvre à sa façon l'histoire qu'il y a derrière sa douleur. J'imagine donc qu'elle peut aussi nous demander de modifier quelque chose dans nos vies. Oui, elle oblige à ralentir, à écouter, à reconstruire un lien entre le corps et soi-même. Elle est terrible, mais elle est aussi un appel à se reconnecter. C'est pour ça que je ne vois jamais la douleur comme un simple symptôme. C'est un message, un reflet de notre histoire, de notre environnement, de nos émotions, de notre façon de nous adapter.
et tant qu'on ne l'écoute pas, vraiment elle crie plus fort jusqu'à ce qu'on entende. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un patient avec des douleurs chroniques nociplastiques en hypervigilance? Oui, je me souviens une patiente qui avait traversé un cancer du sein avec tout ce que ça implique, l'annonce du diagnostic, la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, un vrai parcours du combattant, et pendant tout ce temps, pas de plainte, pas de douleur, elle a tenu bon. Mais c'est après, une fois le traitement terminé, une fois la rémission déclarée, que tout a commencé. Elle se plaignait de douleurs dans les trapèzes, une tension permanente dans le bras, le côté opéré, une fatigue et surtout un changement dans son humeur, une tristesse quelquefois, une agressivité, alors qu'officiellement tout allait bien. Puis la douleur s'est étendue. Elle était en hypervigilance constante, son système nerveux autonome en surchauffe, son corps rempli de tensions musculaires, des fascias figés. Personne ne lui avait dit que cela pouvait arriver. Ce qu'elle vivait, c'était un syndrome post-traumatique, post-cancer, avec des douleurs myofasciales, une hypersensibilisation centrale, un épuisement neuro-immunitaire, une dysrégulation vagale. Ce qu'il fait savoir, c'est que pendant tout le temps de son traitement, on lui avait proposé des soins de support, de la psycho-oncologie, des séances de relaxation, des groupes de parole, de l'accompagnement corporel. Mais elle avait dit non. Moi, je suis forte, je gère, tout va bien, je ne vais pas perdre de temps avec ça. Ce n'est ni une faiblesse, ni une rechute psychologique ce qu'elle vivait. C'était une réponse physiologique normale d'un corps en mode survie. Alors, je comprends ton exemple chez la patiente qui a eu un cancer. Est-ce que cela pourrait aussi expliquer des douleurs chez des femmes qui sont victimes de violences conjugales, que ce soit psychologiques ou physiques, ou de harcèlement dans le travail? Oui, oui, une femme qui est dans une situation toxique et va gérer la situation en étant en hypervigilance pour combattre, pour s'adapter, pour se suradapter. Elle va développer une hypervigilance avec des douleurs chroniques. Les violences morales, l'humiliation, la dévalorisation, l'insécurité quotidienne, le contrôle, l'isolement, la peur permanente peuvent déclencher des douleurs chroniques, ce que l'on trouve dans les souffrances au travail. Cela active le système nerveux autonome, en particulier la branche sympathique, celle du stress, de la fuite ou du combat. Et quand cette activation dure des semaines, des mois, parfois des années, le système s'épuise, il se désorganise. Et c'est les douleurs nociplastiques qui prennent place dans une partie du corps. C'est typiquement des cervicalgies et des lombalgies. Et c'est là que ça devient une maladie en soi. Pourquoi notre système nerveux reste bloqué en système alerte? Parce que c'est comme ça qu'il est programmé. Notre système nerveux n'est pas fait pour nous rendre heureux. Il est fait pour nous garder en vie, et c'est ça, les biologistes l'ont bien compris. Le cerveau humain a évolué non pas pour être en paix, mais pour anticiper les dangers, réagir vite, se souvenir des menaces et surtout ne pas reproduire ce qu'il a failli, le tuer. Le cerveau encode les contextes dangereux. Il retient les lieux, les sons, les sensations, les odeurs, les postures qui étaient présents au moment du danger. C'est pour ça que certains patients ressentent une douleur dans leur corps longtemps après l'événement traumatique. Donc notre système nerveux n'est pas fait pour nous rendre heureux, mais pour nous garder en vie. Donc on comprend mieux le rôle de la douleur, du besoin qu'elle a d'être écoutée. Et quand un patient te dit tout va bien dans ma vie, comment tu interprètes sa douleur chronique? Alors, il faut continuer à chercher, à l'interroger, car il y a son expérience de vie actuelle, mais il peut aussi y avoir des résidus d'événements non digérés dans son enfance. OK, il n'y a pas de trauma, il ne son travail va bien, sa famille est aimante, mais il peut être en hypervigilance au quotidien. Cette hypervigilance, il ne l'aperçoit même plus parce qu'elle fait partie de sa normalité, et cette hypervigilance épuise son système nerveux vagal et entraîne des douleurs chroniques et une fatigue. Tu t'intéresses aussi au transgénérationnel qui pourrait être en lien avec des douleurs. Oui, si on ne trouve pas cela dans la vie actuelle du patient, il faut rechercher chez les parents, les grands-parents. Les informations émotionnelles se transmettent de génération en génération. En épigénétique, on a observé que des stress intenses vécus par une génération, les famines, les guerres, les violences, peuvent modifier l'expression des gènes chez leurs enfants, voire leurs petits-enfants.
C'est un sujet passionnant à explorer si on y porte de l'intérêt avec un psychologue, psychothérapeute ou encore éthiothérapeute pour travailler sur les mémoires, les souffrances dont on est éventuellement dépositaire et donc remonter à la source, à l'origine de la souffrance. Si on revient à ta pratique, lors d'une première consultation, si je synthétise, tu expliques le mécanisme de la douleur à ton patient en lien avec ses symptômes, tu évalues sa douleur, tu mets en mots le type de douleur, nociplastique, neuropathique ou mixte, tu recherches ses antécédents, aussi bien médicaux que de vie, tu l'écoutes et tu choisis et proposes un traitement sur mesure approprié. Oui, c'est ça, la première consultation douleur. Une dernière question. Quand le système nerveux est en alerte, il donne des douleurs nociplastiques, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est modulable, réversible, soignable? Oui, on peut soigner la douleur nociplastique d'un système nerveux resté en alerte. Le cerveau a cette capacité extraordinaire de changer, de s'adapter, de créer de nouvelles connexions. On dit qu'il est plastique. Il faut quelquefois taper fort par des techniques médicales telles que des infiltrations, de la radiofréquence pulsée, des médicaments, des stimulations médulaires et d'autres choses. Et ensuite, on doit laisser place aux approches alternatives de régulation non médicales mais tout aussi précieuse pour stabiliser le système. Et c'est aussi le temps qui guérit. Et oui, nous avons aussi besoin de temps pour comprendre, accepter et métaboliser l'histoire de notre douleur tout en étant soutenu. Merci beaucoup Nabila pour tout ce que tu nous as partagé. C'était passionnant. Allez, encore une dernière question. La douleur a-t-elle encore des secrets pour toi? Oui, la douleur a encore beaucoup de secrets à nous révéler. Et c'est peut-être ça qui rend cette spécialité aussi exigeante et aussi passionnante. Merci beaucoup Nabila. Merci Olivia. C'était un podcast de la collection La Parole est d'or. Nous vous invitons à liker, vous abonner à la chaîne et à nous laisser vos commentaires. À très bientôt pour un prochain épisode.